il y a plein de façons de faire du service à la clientèle, puis il y a plein de façons qui sont très stéréotypées où des fois, on bâtit notre référent d'une compétence sur la personne qui était en poste, qui, elle, à notre avis, excellait, puis on voit pas aucune autre façon de le faire comme étant bonne. Quand que les résultats pourraient quand même être au rendez-vous, c'est juste qu'on vient le teinter de notre façon de le voir. Fait que d'avoir des façons qu'on vient réfléchir comme étant observables avec, par exemple, un dictionnaire de compétences, puis que ce dictionnaire de compétences-là, on s'assure de le faire en éliminant tout ce qui aurait un référent capacitiste dans la façon de le dire, de le faire, de la même façon qu'on ferait pour une évaluation de candidature en recrutement. Bienvenue au podcast Nuance-moi ça. Le podcast qui démystifie la neuroinclusion au travail, une nuance à la fois. Avec vos animatrices et nuanceuses Mélissa Saint-Louis et Fran Deloum. Bonne écoute! Bonjour, cher auditoire. J'espère que vous êtes prêts et prêtes à nuancer ça en grand avec nous aujourd'hui parce qu'on va parler d'évaluation de la performance. Hey, ça là, c'est un sujet qui revient souvent en formation. C'est un sujet qui revient souvent en formation, mais qu'on ne couvre pas en formation. Non, c'est ça, parce que c'est une grande question et on peut pas répondre dans 5 minutes. On aurait besoin d'une formation dédiée, alors qu'il y a plein d'autres sujets à couvrir dans les formations qu'on a jusqu'à maintenant. Par contre, ça va nous faire plaisir de venir pour une formation dédiée à l'évaluation de la performance. Il faut juste qu'on y consacre du temps. Et deux, parce que souvent, les questions viennent avec des cas particuliers. Donc, on a besoin de décortiquer beaucoup plus de choses. On ne peut pas répondre de manière générique. Et dans cet épisode, on veut quand même vous amener des morceaux qui vont venir nourrir vos réflexions pour les fameux cas particuliers, mais aussi pour la réflexion plus grande, en fait, autour de l'évaluation de la performance. Exactement. Fait que si on gère les attentes, là, cet épisode-là n'est pas conçu pour dire comment faire l'évaluation de la performance, mais beaucoup plus sur quoi considérer dans les façons de faire qu'on pourrait peut-être venir nuancer, ajuster ou, en fait, vous regardez dans vos façons de faire, qu'est-ce qu'il y a en ce moment qui pourrait peut-être justement créer des barrières dans la progression au travail de vos employés qui seraient potentiellement neurodivergents ou neurodivergentes. Absolument. Fait que... On passe ça. Quand on dit que c'est des questions qui nous sont souvent posées, c'est la raison pourquoi on ne peut pas y revenir en 2 secondes. Par exemple, là, mon employé a des difficultés de performer, fait ci, ça. OK, mais comment est-ce que vous avez fait pour communiquer l'information? Comment est-ce que, c'est quoi les outils de travail que la personne utilise? Qu'est-ce qui a déjà été fait dans le petit? C'est une longue conversation qu'on doit avoir pour venir évaluer, en fait, 360 autour de la personne, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que c'est pas le genre de choses qui se répond en 5 minutes, comme tu disais. Puis là, avec l'épisode qu'on veut faire en ce moment, c'est venir apporter 3 points de réflexion, puis on va les nommer, puis on va y passer au travers. Donc, c'est de voir, c'est quoi l'approche par les forces, qui est déjà une première façon de changer de lentille sur le sujet. C'est quoi des attentes et c'est quoi des compétences, rapidement. Puis après ça, c'est quoi au niveau de la communication et des canaux de communication qu'on peut réfléchir autrement. Fait que ça, c'est les 3 points de discussion qu'on a aujourd'hui. Fait que commençons avec l'approche par les forces. Puis tu avais écrit un superbe article sur le sujet, Fran. Oui, parce que l'approche par les forces, on en parle souvent, puis c'est pas juste parler de la vertu, c'est pas juste avoir des bonnes intentions, c'est une approche ancrée, avec de la théorie, avec un CV solide. Je veux dire, on en parle depuis longtemps, elle a fait ses preuves, l'approche par les forces. Donc, c'est une approche qui vient vraiment stimuler la performance en organisation, mais en misant sur le potentiel des personnes, le déploiement de leurs forces, faire place à leurs intérêts et donc d'utiliser ce que nos employés, nos collègues, nos gestionnaires savent et aiment faire pour aller au-delà justement de la performance en termes de qu'est-ce que tu fais pas bien et qui est à réparer. On veut être plus en proactivité, on veut être plus dans une approche stimulante et axée sur ce qui va motiver, faire donner des étoiles dans les yeux des gens, bon, finalement. Puis pour faire ça, on ne vient pas se séparer de la compétence. Puis ça, je pense que c'est important, on va en reparler de la compétence, mais le but, c'est pas juste de dire aux gens « Hey, fais ce que t'aimes, c'est tout ». Non, on veut venir regarder comment on peut se mettre au croisement des forces, des intérêts et des compétences qui sont nécessaires pour un rôle dans une organisation. Mais je peux faire place à certaines forces en termes de créativité, d'innovation, dans plein de rôles, même si le rôle en tant que tel, il n'est pas nécessairement un rôle de recherche, développement et d'invention. On peut être créatif dans des rôles de saisie de données, laissez-moi vous le dire. Effectivement. Puis c'est important, c'est le point que tu ramènes sur, on est toujours en train de pointer sur, souvent dans les évaluations de la performance, sur ce qui est fait qui est, entre gros guillemets, pas correct ou qui ne correspond pas aux attentes.
Puis l'enjeu qu'on a avec ça, quand on regarde ça avec une lentille neuro-inclusive, c'est que si la personne, elle est constamment face à des situations de handicap, face à ces défis sans aucune mesure adaptative, sans outils, sans le soutien, puis là, je rentre même pas dans les facteurs de risque psychosociaux à ce niveau-là non plus, ben c'est comme de lui ramener encore dans une façon de faire capacitiste, tu sais, qu'elle est pas assez, puis qu'elle a pas qu'est-ce que ça prend, puis de lui demander de nager toute seule pour rattraper les autres sans lui donner les outils puis sans aller puiser dans ses forces, c'est de lui générer une barrière qui est incommensurable. Puis on le voit au niveau de la progression de carrière, au niveau des barrières d'accès à l'emploi pour les personnes neurodivergentes, il y a des plafonds de verre et il y a des barrières d'accès. Absolument. Fait que ça commence par... ça commence déjà... D'un point de vue organisationnel, il faut avoir cette réflexion, je pense, qui se fait sur où se situent les barrières que l'on crée peut-être bien inconsciemment, justement. Il faut faire cette introspection organisationnelle-là. Puis ça peut être demandant, il faut se donner les ressources, il faut aller chercher de l'aide aussi parce qu'on ne voit pas ce qu'on ne sait pas. Puis bref, en tout cas, il y a beaucoup d'obstacles qui peuvent nous être invisibles. Donc, je pense qu'il y a ce morceau-là. Puis après, quand on revient plus à l'évaluation de la performance, il va y avoir, oui, les moments d'évaluation de la performance, mais il va y avoir quelque chose de plus continu, transversal dans l'année, dans la carrière des personnes. Et on va commencer par vouloir faire place à l'identification des dites forces, parce qu'il faut commencer par là aussi. Puis ça, on peut se doter d'outils comme organisation pour le faire. Après, ça peut être dans l'approche aussi gestionnaire-employé, entre collègues. Donc, il y a des façons plus formelles, plus informelles d'aller identifier ces forces-là. Mais une fois qu'on les a identifiées, ben, on veut les utiliser. Donc, on veut regarder comment, dans un rôle, je peux faire place à plus d'utilisation des forces. Pour ça, on peut faire un petit peu du job design, donc voir comment on peut venir aménager le poste, parce que oui, il y a des choses qui sont non négociables, mais des fois, il y a des choses dans lesquelles on a plus de marge de manœuvre, on peut faire plus justement preuve de créativité ou d'ajustement. On peut aussi permettre plus de partage des tâches, de collaboration. Tu sais, est-ce qu'on a besoin de venir encarcaner qu'une personne fait telle chose ou est-ce que dans une équipe, différentes forces fait qu'on peut redistribuer les tâches de manière justement plus optimale ou plus propice à susciter l'intérêt ou les forces de différentes personnes, par exemple. Exact. Peut-être que la personne qui est super bonne pour organiser, finalement, c'est de la surcompensation. Puis il y a une autre personne dans l'équipe qui organise pas autant parce que cette personne qui prend ce rôle-là, mais finalement que l'autre personne est vraiment bonne, puis ça crée pas un défi. Puis celle qui surorganise pour pas s'écrouler, ça lui donnerait plus de bandes passantes pour se retrouver dans ses zones de force. Mais ça vient avec des discussions, avec de la sécurité psychologique pour pouvoir en parler aussi. Absolument. Puis après, tu sais, je peux avoir des forces, mais ne pas nécessairement savoir comment les appliquer dans mon milieu de travail. Puis c'est là où, après avoir identifié puis essayer d'utiliser les forces, on peut venir travailler à les développer, les préciser aussi pour le milieu. Puis ça, il existe une panoplie que ce soit de la formation, du coaching, tu sais, des manières de développer le talent, il y en a plein. Puis de se dire, ben cool, tu as cette force-là, ben comment on fait en sorte que ça devienne un atout pour l'organisation et que ce soit applicable à notre domaine, notre réalité, etc., finalement. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde gagne là-dedans. Ben oui! Moi, je comprends pas pourquoi l'approche par les forces n'est pas plus déployée, plus connue. C'est tellement un win-win scénario, là, ça n'a aucun bon sens. Définitivement. Ce qui nous amène par la bande à parler des attentes et des compétences. Puis on en a parlé brièvement quand on parlait de recrutement, mais ça revient quand on parle d'évaluation de la performance. Si au niveau du recrutement, mon affichage de poste n'était pas clair, que ma description de poste ne l'est pas plus, puis qu'on vient m'évaluer là-dessus, il y a des bonnes chances que je ne réponde pas aux attentes parce que les attentes n'étaient pas claires en partant. Ça me fait penser, avant que tu continues là-dessus, là, je pense qu'un des morceaux de l'introspection organisationnelle en question, là, vos évaluations de la performance, là, c'est quoi leur intention? Mm-hmm. Parce que ça, je pense que ça fait beaucoup partie justement de quelles sont les attentes ou de comment je cible les compétences. Il y a beaucoup trop d'organisations, c'est vraiment comme une checklist, une tâche à accomplir. C'est dénué de sens, là. Après, il y en a d'autres pour qui il y a un sens, mais il faut regarder, est-ce que c'est lié juste à, là, je dis juste à, c'est pas juste à, mais comme à la rémunération et à la progression, ou est-ce que c'est lié à d'autres choses? Bref, il y a un morceau là, je pense. Clarifier pourquoi vous faites des évaluations de la performance ou des appréciations de la contribution, ou peu importe comment vous les appelez, ça va venir vous mettre un éclaircissement sur la situation. Puis moi, dans mes recommandations, puis ce que je fais généralement, c'est toujours de les traduire en plan de développement individuel. Fait que pour avoir une vue claire de sa progression de carrière, puis de ce que j'ai comme force, de ce que j'ai comme défi, puis comment est-ce que je peux miser sur les bons outils, les bonnes ressources pour me développer. Puis aussi, si j'ai des forces, à permettre de faire développer d'autres personnes dans mes équipes en termes d'intelligence collective. Oui, puis plus ça va faire partie de manière proactive de la culture, moins ça va être vu comme quelque chose à réactif à
je suis dans la mouise, je suis dans la chenoute parce Oui. qu'on me donne un plan pour me rattraper. Parce qu'il y a beaucoup ça maintenant, C'est cette vrai. association-là à quand j'ai un plan, c'est parce que ça va mal. Ben non, au contraire, on veut, en misant sur les forces, en misant sur le développement, ben on veut un plan parce qu'on veut te voir grandir, on veut te voir t'accomplir, on veut te voir t'épanouir. Et ça fait partie de. Donc, on vient déjà de changer la posture de l'évaluation, potentiellement. Puis d'avoir une vision à court, moyen, long terme de comment est-ce que je peux progresser dans mes compétences, dans mes savoirs, dans l'organisation, va générer... Tu sais, quand on parlait de la motivation, puis tu sais, les facteurs de risque psychosociaux aussi, c'en est un facteur de protection psychosociale Oui, que d'avoir exact. cette vue d'ensemble-là. Retour aux attentes, je m'excuse, je t'ai fait... Ben non, c'est correct, c'est tout à fait pertinent. Fait que quand on revient aux attentes, aux compétences, les compétences, là, sont-tu observables et mesurables? Ou c'est un genre de feeling? Ouais. On a la compétence à le dos large. On oublie que la compétence, elle doit s'observer, elle doit se mesurer. Puis elle combine, entre autres, des savoir-faire, des savoir-être, des savoir-agir, mais dans un contexte aussi, parce que je peux avoir appris quelque chose, mais ne pas savoir comment l'appliquer dans un contexte X, ne pas savoir comment l'adapter non plus. Donc la compétence, elle a quelque chose de très dynamique, mais elle est aussi très observable et très mesurable. Je suis capable de dire quand la personne a appliqué la compétence ou pas, et ça ne part pas d'une préférence personnelle. C'est ça. Fait que dans la façon de venir, l'observer, l'évaluation 360 reste généralement à privilégier à plusieurs égards. Encore là, j'amène la nuance que, tu sais, si on est dans une organisation qui n'a pas de posture neuro-inclusive, puis que 360 autour de la personne, tout le monde discrimine sans le savoir ou a des préjugés sans le savoir, on n'est pas mieux parti, là. Mais d'avoir justement ces différentes personnes, parce que comme gestionnaire, je peux peut-être pas toujours être sur le plancher, puis là, j'ai l'impression que je radote des choses, mais j'ai l'impression que à beaucoup de personnes à qui je parle, cette évaluation de la performance-là, c'est comme cette chose-là que je suis obligée de faire, mais que c'est ça, j'ai pas mis de sens nécessairement. L'organisation lui a pas mis de sens de la façon de faire. Puis après ça, j'ai comme une liste de choses à checker un peu floue. Fait que soit que j'ai besoin de courage managérial pour dire tel élément qui est comme sous-entendu dans cet élément flou de la liste, faut que je te le dise, puis je trouve ça difficile. Ou ben je vais tout te mettre bon pour balayer en dessous du tapis, puis peut-être que 2-3 ans plus tard, tout d'un coup, on va commencer à monter un dossier administratif sur la personne, ce qui est vraiment plate parce que là, on commence à créer un passif autour de la personne. Fait que qu'on vienne avoir des dictionnaires de compétences à l'interne, qu'on vienne les documenter, qu'on vienne dire c'est observable de quelle façon. Oui, puis ça aide. Oui, parce que ça décharge aussi, ou ça dépersonnalise, ça rend la conversation plus neutre. On parle vraiment de la compétence et non pas... C'est pas moi qui dois t'exprimer que je suis pas bien, que je suis pas à l'aise. Ça donne un vocabulaire, ça donne des cibles aussi. Puis moi, je trouve que ça donne... j'ai le mot espoir qui vient, c'est pas le mot espoir, mais tu sais, une étape où aller. Oui. Je sais vers quoi je tends beaucoup plus que hey, ça va pas, débrouille-toi avec ça. Oui. Puis après ça, de sortir des... Tu sais, quand on passe au biais de prototypes là, ou des stéréotypes, tu sais, la compétence, le service à la clientèle, mettons, il y a plein de façons de faire du service à la clientèle, puis il y a plein de façons qui sont très stéréotypées où des fois, on bâtit notre référent d'une compétence sur la personne qui était en poste, qui, elle, à notre avis, excellait, puis on voit pas aucune autre façon de le faire comme étant bonne. Quand que les résultats pourraient quand même être au rendez-vous, c'est juste qu'on vient le teinter de notre façon de le voir. Fait que d'avoir des façons qu'on vient réfléchir comme étant observables avec, par exemple, un dictionnaire de compétences, puis que ce dictionnaire de compétences-là, on s'assure de le faire en éliminant tout ce qui aurait un référent capacitiste dans la façon de le dire, de le faire, de la même façon qu'on le ferait pour une évaluation de candidature en recrutement. Exact, c'est de se questionner un petit peu, est-ce que la personne n'a pas la compétence en service à la clientèle ou en service à la vente, ou est-ce que c'est pas comment moi j'aimerais être adressée peut-être comme personne cliente, parce que je peux vous garantir que la meilleure personne vendeuse pour les uns et les unes va peut-être être celle qui tape le plus les nerfs des autres et va rien vendre du tout. Potentiellement. J'ai magasiné un téléphone récemment, puis je suis allée dans 2 boutiques. Le premier me sortit un bon prix. J'ai dit, parfait, je vais aller voir l'autre avec un bon prix. Puis le vendeur, il essayait tellement. Puis finalement, pour le même prix, je suis retournée voir le premier parce que, tu sais, mais on avait vu clairement que comme cette personne-là, elle n'avait pas reçu nécessairement tous les outils pour bien vendre, alors que l'autre avait probablement plus d'outils. Je ressentais qu'il y avait plus d'outils dans sa façon de me servir. Bref, tout ça pour dire que ça se ressent dans le service à la clientèle, les outils qu'on donne à nos employés. Puis après ça, ben dans l'évaluation de la performance, si j'ai pas donné les outils pour bien faire le travail, ça donne quoi en bout de ligne? Tu sais, cette discussion-là aussi dans les deux sens avec le gestionnaire, c'est d'être capable de reconnaître que peut-être qu'on les a pas, ces outils-là, encore.
ça devient une évaluation de la performance de l'organisation. Hein, c'est dans les deux sens, tout ça. Oui, pardon, je me suis perdue. Je pensais aux compétences de vente en entrevue, puis c'est beaucoup de choses dans ma tête. Parce que non, mais je me disais juste, c'est quoi des compétences d'une personne vendeuse? C'est réaliser que ça se décrit comment, puis on associe ça vite à des choses qui sont très subjectives, justement, alors qu'il y a des moyens de les décrire, de les observer. Voilà. Bref. Mais c'est ça. Fait que ça, on revient à cette notion de compétence-là. Puis là, je sais que je dis dictionnaire, puis ça peut sembler gros. Puis l'enjeu avec ça, c'est que il n'y a pas 3 tonnes de documentation sur le sujet, mais on peut quand même aller chercher des ressources intéressantes. Quand on regarde au niveau du gouvernement fédéral, il y a plusieurs ministères qui ont des dictionnaires de compétences qu'on peut venir extrapoler. Ben oui, tu sais, comme un bon exemple, je pense que on en avait parlé un petit peu au recrutement, avoir une capacité à fonctionner sous pression, qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui est interprétée comme une compétence. Un peut se reformuler et se décortiquer de plusieurs façons beaucoup plus claires, objectives, mesurables et observables, que capacité à travailler sous pression. Que moi, on dirait que je vois juste quelqu'un qui croule sous genre un poids lourd, puis qui marche en essayant de supporter sa charge. Tu sais, je ne sais pas trop comment ça s'applique en compétence, mais de plus être capable, justement, ou d'avoir la compétence de jongler avec différents dossiers, de pouvoir changer rapidement de priorisation selon les besoins. Donc, déjà, on vient de changer de cible d'observation que travailler sous pression. Puis, en venant décortiquer le travail sous pression, est-ce que c'est de travailler sur plusieurs choses en même temps ou de devoir se réajuster rapidement, bien, je suis plus capable d'aller associer des comportements ou des attitudes qui s'observent de qu'est-ce qui me dit que cette personne-là, elle est capable ou pas capable de se réajuster rapidement, ou en tout cas d'avoir la capacité de le faire. Puis après, de venir dire, OK, ben avant de juger la compétence de la personne, est-ce que comme organisation, je lui donne les outils de le faire? Parce que c'est bien beau que je te dise, il faut que tu sois une personne compétente à te réajuster rapidement. Si en même temps, je te mets des bâtons dans les roues pour le faire, il y a peut-être quelque chose qui m'appartient beaucoup plus qu'à ta compétence en tant que personne. Effectivement. Puis, dans les compétences, d'autres ressources aussi qu'on peut aller regarder, il y a le site de Brisson-Legris qui a plusieurs fiches de compétences qui avaient été écrites justement, la plupart par Mathieu Guénette, si je ne me trompe pas, qui sont vraiment bien définies, qui peuvent vous aider à bâtir quelque chose qui va ressembler à votre organisation puis qui va vous servir justement à venir définir ça très clairement et proactivement. Oui, puis là, une fois qu'on a déjà déterminé un peu plus les compétences, bien, ça revient à la notion des attentes. Tu sais, souvent, je vois des gradations avec réponse d'attente au-delà des attentes, puis on dirait que c'est flou. on peut-tu arrêter de vivre dans un monde de notation Amazon? Oui, le syndrome du 5 étoiles. Puis au-delà de ça, la performance est confondue avec la surperformance. Je performe quand je dépasse constamment les attentes. Fait que ça crée un espèce de seuil qui n'est pas tenable du tout. Puis c'est comme si de répondre aux attentes n'est pas suffisant, n'est pas bien vu. Pression, cela, là. Oui, ça me ramène aux discussions qu'on avait avec notre ami Chichi de Better Being sur la performance organisationnelle puis comment est-ce qu'on devrait voir plus nos équipes, nos personnes dans nos équipes comme des athlètes de performance. Ou est-ce que, tu sais, si tu as quelqu'un qui fait des Olympiques, là, il va pas sprinter à tous les matins pendant des heures et des heures à tous les jours. Là. Un sprint, déjà, ça dure des heures, on a un problème. Mais c'est ça, mais il va pas sprinter en continu. Il va avoir des moments pour se recharger, comme on a vu avec Temps Blanc, ou comme on va voir dans la séquence des épisodes. Il va avoir, tu sais, cette façon holistique-là de tout réaménager ça. C'est pas de toujours être en train de courir constamment. Non, exact. Il y a cette vision plus globale de pour performer, j'ai besoin de me recharger. J'ai besoin de considérer que je suis un être humain qui va avoir des moments plus dans ses zones de force, d'autres ça va être plus dans des zones de défi. J'aurai pas toujours la même énergie non plus. Puis ça, c'est juste normal. C'est pas un enjeu de performance. C'est ça, je pense, le problème qu'on a, c'est que à l'instant où comme personne, je suis dans une phase où je peux pas être au-delà des attentes, ben, je ne performe plus, alors que peut-être que je suis en train de tout tenir par les deux bouts, puis je fais ce que je peux comme je peux, et je réponds encore aux attentes malgré des enjeux. Puis ben, des fois, ça se peut que je sois moins capable d'atteindre les objectifs, puis que ça fasse pas de moi une personne moins performante, juste une personne humaine. C'est ça. Puis dans la façon de performer, des fois, pour les personnes neurodivergentes aussi, ça peut vouloir dire que certaines personnes vont avoir des rythmes de travail plus hétérogènes, si on veut, tu sais, qui vont donner des grands coups, puis après ça, vont ralentir un peu, versus peut-être une autre personne qui travaillerait de façon plus constante. Puis là, on a l'impression qu'il y en a une qui a une variation dans sa performance, alors que les deux donnent la même chose, mais avec des modus différents. On peut faire un sprint sur un marathon, puis c'est un peu ce qu'on fait tout le temps comme en performance. Genre, cours toujours plus vite, toujours plus longtemps. Oui. C'est pas stable. Oui, non, effectivement. Ce qui amène, tu sais, dans cette... observable, objectif SMART ou SMARTER quand c'est plus facile.
puis d'être capable de venir le définir dans le temps. Puis ça nous amène au troisième point qu'on avait, qui était au niveau de la récurrence des communications puis des canaux de communication. Je pense pas révolutionner la pensée de personne sur le sujet, mais une évaluation de performance une fois par année, c'est comme pas une bonne idée. En tout cas, d'oublier des affaires entre-temps. Ni 2 fois par année. De un, si tu attends à ce moment-là pour dire qu'il y a quelque chose qui va pas, ben il y a du ressentiment qui risque de s'être bâti pendant ce temps. Puis l'anxiété, toi, dans la période des évaluations des performances ambiantes. Oui, parce que je sais que la seule fois que je risque de me pas dire quelque chose, c'est à ce moment-là, puis c'est toujours une surprise, ben ça crée beaucoup d'anxiété pour plusieurs personnes. Non, c'est ça fait partie du travail de gestionnaire, mais même entre collègues, que de nourrir cette culture de rétroaction positive, constructive. On ne veut pas attendre ces moments-là pour dire ce qui va bien puis pour féliciter. Ben, même chose, on ne veut pas attendre ces moments-là quand il y a quelque chose qui est plus difficile parce que, il y a peut-être des petites solutions à mettre en place, des mesures adaptatives qui peuvent rapidement soutenir la situation. Mais deux, comme tu dis, ça va venir créer du ressentiment, l'impression que ça sort de nulle part. Ça va venir briser, en tout cas, menacer le sentiment de sécurité psychologique aussi. Ça va créer des facteurs de risque. Définitivement. Fait qu'avec des objectifs SMART, SMARTER, comment est-ce qu'on planifie une récurrence dans la façon dont on se communique ces points-là, que ce soit constructif, que ce soit positif? Parce que positif aussi, c'est une façon d'apprendre. Si je sais que j'ai fait quelque chose de bien, je vais continuer vers cette voie-là. Effectivement. Puis, donc, est-ce qu'on se dit plus souvent, est-ce qu'on se fait est-ce que certaines personnes ont besoin d'avoir des points de conversation prévus dans le temps? Ou est-ce que certaines personnes préfèrent le savoir quand que ça se présente, d'avoir cette conversation-là sur les préférences de chacun, comment est-ce qu'on co-construit cette rétroaction-là entre les deux parties, puis comment est-ce qu'on s'assure que, justement, rendu à l'évaluation de la performance, si elle reste quand même annuelle au sein de l'organisation, mais comment est-ce que nous, dans notre relation gestionnaire-employé, on s'est mis des balises pour quand on arrive à ce moment-là charnière, ben il n'y a pas de surprise, puis tu sais quoi, on va augmenter les résultats de l'évaluation de façon objective. Et véritable. Puis les canaux de communication qu'on fait pour le faire, ben c'est ça. Est-ce qu'on se fait des réunions? Est-ce qu'on a un fichier de suivi? Est-ce que dans le plan de développement individuel, on a nos points qu'on met dedans? Est-ce qu'on se fait des suivis courriels de ce qu'on s'est dit ou de ce qu'on s'est promis? C'est de voir un peu comment est-ce qu'on construit ces canaux-là. Puis tu sais, un truc, c'est de se dire, si la personne qui avait fait les précédentes évaluations, les précédents suivis quitte, est-ce que la prochaine personne peut reprendre, comprendre d'où on part, ou est-ce que ça s'efface complètement puis ça se perd? Je pense que juste ça nous parle aussi d'une bonne pratique de documentation, de suivi. Puis là, on parle pas de dossier administratif, là, on parle juste vraiment d'avoir cette culture de rétroaction, mais où on documente ce qui a été essayé, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, comment ça s'est déroulé. Tu sais, tout le monde va gagner là-dedans. Voilà. Effectivement. Puis peut-être que des fois, ben, dans le feu de l'action, on oublie ce qui avait déjà fonctionné parce que c'est une situation qui est arrivée il y a un certain temps. Puis là... Même sans le feu de l'action, juste avec les biais humains où on focus sur ce qui est difficile, puis ce qui va pas, puis ce qui est frustrant. Fait qu'on oublie tout ce qui a bien fonctionné. C'est ça. Fait qu'on peut revenir dans ces logs-là qu'on s'est fait, puis qui vient mettre en relief ce qui a bien fonctionné, puis ce qui a moins bien fonctionné aussi. C'est un court épisode pour vous parler d'un sujet qui mériterait qu'on s'y épanche pendant des heures. Puis on le réitère, nous, venir donner une formation dédiée, ça va nous faire plaisir, mais aussi de l'accompagnement, parce qu'exactement comme on disait au début, il y a de la variabilité de par les organisations, de par les cas particuliers. Ça peut venir se pairer avec d'autres formes de soutien de la part de nuances, ne serait-ce qu'un audit de poste où on vient regarder un petit peu au-delà de la performance. Avant ça, on peut-tu regarder comment la personne fonctionne dans son rôle, qu'est-ce qui est mis en place, parce que la performance, dépend de beaucoup de choses, finalement. Bref, on peut venir vous soutenir là-dedans, mais minimalement, dans cet épisode, on voulait venir peut-être décloisonner un petit peu certaines conversations autour de la performance, donc de se rendre compte déjà pourquoi vous faites des évaluations de la performance. Est-ce qu'il y a un sens derrière? Est-ce que vous en connaissez l'intention? Puis cette intention-là, comment elle se décline dans les fameuses attentes, dans les compétences? Est-ce que je suis capable de décrire les compétences attendues d'une manière objective, mesurable, observable? Ou est-ce que c'est au feeling, puis chaque personne mesure ça un petit peu comme elle peut, comme elle pense, parce que on n'a jamais clarifié ça comme organisation? Puis au final, dans la façon dont on le fait, est-ce qu'on s'assure qu'on retire tous les biais capacitistes puis qu'on donne les mêmes opportunités à tout le monde d'avoir des progressions de carrière puis d'enlever ces barrières-là qui peuvent créer des plafonds de verre pour les personnes neurodivergentes? Costaud comme épisode. On espère que ça va apporter des morceaux de réflexion. Oui, puis on vous laisse des ressources pour continuer de grignoter sur le sujet à temps perdu. Avec grand plaisir, puis on continuera la conversation dans un deuxième temps. Avec vous. Voilà. Oui. À un prochain épisode. Bye là. T'as apprécié l'épisode puis t'aimerais en savoir plus sur la neuroinclusion?
Viens nous suivre sur LinkedIn ou abonne-toi à notre infolette en venant sur notre site à l'adresse nuance.com. Ça s'écrit nuense.com.